Muse de Denis Lindon. L'enlèvement d'Hélène. 1 an a passé depuis le retour de Paris à Troyes. Au cours de cette année, il a pris rapidement les habitudes des princes, et plus particulièrement leurs mauvaises habitudes. Il se lève tard, mène une vie oisive, ne s'intéresse qu'aux belles femmes, aux beaux chevaux et aux beaux habits. Adoré et gâté par ses parents, qui ne se pardonnent pas d'avoir voulu le faire tuer à sa naissance, il a aussi conquis l'affection de son peuple grâce à sa singulière beauté. Personne ne se doute que sous son apparence brillante et aimable, il dissimule de graves défauts. Il est paresseux, menteur et poltron en plus. Mais l'on ne s'en apercevra que plus tard. Tout le monde croit que Paris a 21 ans. En réalité, il n'en a que 20, c'est-à-dire l'âge même auquel, selon la prophétie, il doit attirer sur son peuple une série de catastrophes. Le jour de son anniversaire, son père Priam le convoque dans son cabinet. « J'ai une importante mission à te confier, lui dit-il. Tu te rappelles peut-être, car je te l'ai souvent raconté, que ma sœur Hésione, ta tante, a été jadis enlevée par Hercule et envoyée en Grèce, où elle est devenue la servante d'un roi, ou peut-être sa femme. Ce qui, à l'époque, revenait à peu près au même. Je crois savoir qu'elle y est toujours. Je voudrais donc que tu partes à sa recherche, en Grèce, et que tu la ramènes ici, conformément à la promesse que je lui ai faite le jour de son départ. » Enchanté de l'occasion qui s'offre à lui de voir du pays, Paris fait rapidement ses valises et s'embarque sur un navire qui le dépose quelques jours plus tard sur les rivages de la Grèce. À cette époque, la Grèce est divisée en une 50aine de petits États ayant chacun à sa tête un roi. Le royaume où Paris avait débarqué était celui de Sparte. Il était gouverné par le roi Ménélas. Celui-ci, âgé d'une 30aine d'années, avait à l'époque, et a d'ailleurs conservé depuis, la réputation d'être un peu sot. Mais cette réputation était injuste. En réalité, Ménélas n'était pas dépourvu de qualité. Il était brave, généreux, hospitalier et d'une parfaite droiture. Son seul défaut, mais est-ce vraiment un défaut, était une certaine naïveté. Comme il était lui-même incapable de mentir ou de dissimuler, il ne soupçonnait jamais le mensonge et la dissimulation chez les autres. Il ne voyait le mal nulle part, faisait confiance à tout le monde et par conséquent se laissait facilement tromper. En dehors de ça, il avait 2 particularités dignes d'être mentionnées. D'une part, il était passionné de chasse et consacrait à ce sport le plus clair de son temps. D'autre part, il avait pour épouse Hélène, la fille de Léda et de Jupiter, celle qu'on appelait la belle Hélène, et qui passait pour la plus belle femme de Grèce et même du monde. Mère d'Hélène, Léda, étant morte le jour même de la naissance de sa fille, c'est le mari de Léda, Pindare, qui avait élevé Hélène, dont il se croyait le père. Hélène, enfant, était déjà jolie et avait attiré sur elle, vous vous en souvenez, l'attention de Thésée. En grandissant, elle était devenue d'une extraordinaire beauté. Brune aux yeux bleus, ce qui était fort rare en Grèce, elle n'avait rien à envier à Vénus la blonde, ni pour le visage, ni pour la silhouette. En outre, elle était gaie, aimable, spirituelle, et son père était riche. Vous imaginez bien qu'avec cet ensemble de qualités, elle ne manquait pas de prétendants. Lorsque son père annonça qu'il allait la marier, 50 rois ou princes venus de toute la Grèce, à raison d'un par royaume, se mirent sur les rangs. Cette affluence, tout en flattant l'amour-propre de Pindare, lui causa aussi quelque inquiétude. Prévoyant, à juste titre, que le choix d'Hélène ferait un heureux et 49 mécontents, il craignait que ceux-ci ne cherchassent un jour à se venger de leur échec sur Hélène et sur son mari. C'est pourquoi il réunit les 50 prétendants et leur tint ce discours. « Mes amis, c'est Hélène elle-même qui choisira librement son mari parmi les invités d'une grande fête que j'organise ce soir. Je ne chercherai pas pour ma part à l'influencer. Cependant, je n'inviterai à cette fête que ceux d'entre vous qui auront préalablement
prononcer le serment suivant. Quel que soit le mari choisi par Hélène, je jure solennellement que je serai toujours son ami, que je défendrai ses droits et son honneur, et que je lui apporterai, s'il me le demande, le concours de mon bras et de mes armes. Comme chacun des 50 princes était secrètement convaincu que c'était lui qui serait choisi, aucun d'entre eux ne fit de difficulté pour prononcer le serment. Pourquoi le choix d'Hélène se porta-t-il sur Ménélas, qui n'était pourtant ni le plus beau, ni le plus riche, ni le plus brave, ni le plus intelligent d'entre eux? C'est sans doute parce qu'il lui paraissait le plus affectueux. À la longue, cette qualité est la plus importante pour un mari. Lorsque Paris débarqua à Sparte, il y avait déjà quelques années qu'Hélène et Ménélas étaient mariés. Les deux époux s'entendaient bien, ils avaient une petite fille nommée Hermione. Ménélas était pleinement heureux et Hélène n'était pas malheureuse. Cependant, tout en ayant de l'affection pour son mari, elle se plaignait parfois de ce qu'il la délaissa trop souvent pour aller à la chasse. Pendant les absences fréquentes de Ménélas, Hélène s'ennuyait un peu dans son grand palais, dans la seule compagnie de sa fille Hermione, de ses serviteurs et de ses colombes volatiles dont, comme Vénus, elle raffolait. S'étant renseigné auprès de quelques habitants du pays sur les particularités du royaume où il se trouvait, Paris se fit conduire au palais royal, décidé à produire une bonne impression sur le roi et surtout sur la reine. Dans cette intention, il avait revêtu la ceinture magique que lui avait offerte Vénus. Il fut introduit tout d'abord auprès de Ménélas. « Je suis Paris, fils du roi de Troie, et je suis venu en Grèce pour chercher ma tante Hésione, qui s'y trouve depuis bientôt 30 ans. Peut-être pourras-tu faciliter ma mission ?» Ménélas lui fit bon accueil. « Je ferai tout mon possible pour t'aider. Mais pour commencer, reste donc quelques jours ici. Je mettrai un appartement du palais à ta disposition, et dès demain, nous chasserons ensemble. » Paris hésitait à accepter cette invitation de crainte de perdre du temps, lorsque Hélène fit son entrée dans le bureau de Ménélas. Dès le premier regard qu'elle jeta sur Paris et sur sa ceinture, elle fut saisie d'un trouble étrange devant la beauté du jeune prince. Celui-ci, de son côté, ressentait devant elle la même impression que celle qu'il avait éprouvée 1 an plus tôt sur le mont Ida en voyant apparaître Vénus. Ils restèrent muets un instant, incapables dans leur émotion de prononcer une parole. Cependant, Ménélas, sans se douter de rien, renouvelait avec insistance son invitation. « Je l'accepte avec plaisir, » finit par bredouiller Paris, qui ne pensait déjà plus ni à la chasse, ni à Hésione, ni aux lois sacrées de l'hospitalité, mais qui envisageait avec plaisir la perspective de faire plus ample connaissance avec Hélène. Au cours des journées qui suivirent, Paris accompagna tous les matins Ménélas à la chasse. Grâce à ses talents d'archer, Paris y faisait merveille, et Ménélas, enchanté de son compagnon, insistait chaque jour pour qu'il prolongeât son séjour. Le soir, il revenait au palais et dînait avec Hélène. Aussitôt la dernière bouchée avalée, Ménélas, épuisé par sa journée de chasse, priait son hôte de l'excuser et allait goûter dans sa chambre un sommeil paisible, profond et réparateur, mais imprudent. Paris restait seul au coin du feu avec la belle Hélène. Pendant de longues heures, il déployait ses talents de séducteur. « Quel dommage qu'une femme comme toi, si belle et si intelligente, perde ainsi les plus belles années de sa jeunesse aux côtés d'un mari qui la délaisse et ne l'apprécie pas à sa juste valeur. Ce qu'il te faudrait, ce sont des voyages, des fêtes, des conversations brillantes, et surtout un homme qui t'aime avec passion et qui te fasse la cour jour et nuit. » Hélène, troublée par le vin que lui versait Paris, par ses paroles flatteuses, et plus encore par sa beauté, protestait de plus en plus faiblement de sa fidélité à son mari. Un soir, Paris se fit plus pressant, et Hélène, succombant à la tentation, tomba dans ses bras. Le lendemain matin, comme Ménélas venait chercher Paris pour l'emmener à la chasse, celui-ci, feignant une indisposition, s'excusa de ne pouvoir l'accompagner. « Pour une fois, je te laisserai aller seul et resterai au palais à me reposer. » Sans méfiance, Ménélas partit.
Aussitôt Paris monte chez Hélène, la réveille et lui dit « Je repars aujourd'hui même pour Troie. Si tu veux, je t'emmène. Tu trouveras là-bas en ma compagnie la vie joyeuse et brillante que tu mérites. » Mais Ménélas, interroge Hélène encore hésitante. Ménélas ne t'aime pas vraiment, répond Paris. Il sera bien content d'être débarrassé de toi et de pouvoir se livrer sans remords à son passe-temps favori. Et ma fille Hermione, reprend Hélène. Ne t'inquiète pas pour elle, Ménélas est meilleur père que mari, et il s'occupera très bien d'elle. Hélène finit par se laisser convaincre. Précipitamment, elle prépare ses bagages. En plus de ses toilettes et de ses objets personnels, elle dérobe même, à la demande de Paris, le contenu du coffre-fort de Ménélas dont elle connaît le mécanisme. 3 malles suffisent à peine à entasser l'or, les bijoux et les objets d'art de Ménélas. Hélène oublie seulement, dans sa précipitation, d'emmener sa colombe favorite. À 2 heures de l'après-midi, profitant de l'heure de la sieste pendant laquelle les serviteurs et les gardes du palais sont endormis, Paris attelle son char, y fait monter Hélène et les bagages, fonce vers le port, embarque à bord de son bateau et s'éloigne vers Troie, toute voile dehors. À la tombée de la nuit, Ménélas rentre au palais, content de sa journée. Il monte joyeusement dans la chambre d'Hélène, où il ne trouve que la colombe et un billet sarcastique écrit par Paris et portant ces mots « Qui va à la chasse perd sa place ». Mais déjà ? Mais que va-t-il donc se passer ensuite ? Auriez-vous une petite idée ?